Dans cette séquence vidéo, nous allons aborder le point le plus subtil, le plus délicat de l'héritage multiple, qui d'ailleurs fait que certains langages ne veulent pas avoir d'héritage multiple, ce que l'on appelle donc les classes virtuelles. Mais commençons par illustrer le problème auquel répond ce nouveau concept. Reprenons pour cela notre fameux exemple des ovovivipares qui sont des ovipares et des vivipares, donc qui ont un héritage multiple par rapport à une classe ovipare et une classe vivipare. Et imaginons, ce n'est pas complètement loufoque, que la classe ovipare hérite de la classe animale. On dit qu'un ovipare est un animal. De même, un vivipare est un animal. Et donc, ovovivipare, d'un certain point de vue, est 2 fois un animal. Un autre exemple un peu technique tiré de la bibliothèque système de C++, dont le but n'est bien sûr pas de comprendre tous les détails, mais d'illustrer que le genre de problème dont nous parlons ici existe bien dans la vraie vie. Donc avec la classe IOStream, dont vous avez déjà entendu parler avec cout, donc il se trouve que cette classe IOStream est un OStream et est aussi un eStream. Et puis les concepteurs de ces classes-là ont décidé que chacun de eStream et OStream était aussi des iOS, peu importe ce que c'est ici. Donc on a ici aussi IOStream qui est apparemment 2 fois un iOS. Une petite remarque générale, d'ailleurs, c'est comme ceci en réalité que l'on représente les diagrammes d'héritage. On ne met jamais plusieurs fois la classe sur un diagramme d'héritage, mais on l'écrit qu'une seule fois, et donc avec ici 2 héritages qui reviennent sur la même classe. La raison pour laquelle je l'ai dessiné comme ceci sur ce diagramme-là, c'est bien pour vous faire comprendre quel est le problème. Que signifie qu'un ovovivipare est un ovipare qui est un animal et un ovovivipare est un vivipare qui est un animal? Est-ce que ça signifie qu'un ovovivipare est 2 fois un animal? Par exemple, si un animal a une tête, est-ce qu'un ovovivipare a 2 têtes? Est-ce qu'il aurait une tête d'ovipare et une tête de vivipare? Ou est-ce qu'il a qu'une seule tête? Est-ce que c'est le même animal? C'est bien là le cœur du problème, et c'est bien à cause de ce genre de problème que certains langages ne veulent pas avoir d'héritage multiple. En C++, si l'on ne fait rien de particulier, et c'est pour cela que je l'ai dessiné comme ceci de façon peu habituelle, on va effectivement hériter 2 fois de la classe animale dans la classe ovovivipare. Chaque objet de la classe ovovivipare possédera 2 fois les attributs de la classe animale. Voyons ceci sur un exemple très concret. Imaginons donc l'exemple suivant, écrit ici de façon un petit peu compacte pour tenir sur une seule image. On aurait donc la classe animale avec ici un constructeur qui permet d'initialiser l'attribut qu'elle aurait, qui serait ici une chaîne de caractères pour indiquer la tête qu'a cet animal. Donc on reçoit une chaîne de caractères et on initialise l'attribut tête avec le paramètre que l'on a reçu. Et puis on a une classe donc ovipare qui hérite de la classe animale, et cette classe ovipare redéfinit donc un constructeur par défaut, ici je n'ai pas voulu faire plus compliqué, qui appelle donc le constructeur d'animal en passant comme chaîne de caractères à corne, on va dire, il a une tête à corne par exemple. Et puis on a la classe vivipare ici qui hérite aussi d'animal et qui a un constructeur par défaut qui dit que l'animal a une tête de poisson par exemple. Et enfin, on a la classe ovovivipare qui hérite d'ovipare et qui hérite de vivipare. Donc on a vraiment le diagramme que je vous ai présenté précédemment et qui aurait donc par exemple une méthode publique affiche ici qui dit j'ai une tête en affichant la tête héritée d'animal au travers d'ovipare. Ici on retrouve l'opérateur de résolution de portée. On a bien une ambiguïté puisque ovipare hérite effectivement de 2 têtes, au travers une d'ovipare et l'autre de vivipare. Donc ici, pour résoudre l'ambiguïté, on va utiliser comme d'habitude l'opérateur de résolution de portée. Donc il dit j'ai une tête et affiche la tête d'ovipare, et une tête et affiche la tête de vivipare. Et si par exemple, donc quelque part dans la fonction main ou ailleurs, je déclare ici un ovovivipare X, c'est tout à fait possible puisque ovovivipare a de toute façon un constructeur par défaut qui va être construit par défaut, lequel va appeler les 2 constructeurs par défaut de ces superclasses dans l'ordre de déclaration de l'héritage ici au niveau de la classe. Donc ici on va appeler les constructeurs d'ovipare et de vivipare. Donc on peut tout à fait faire cette construction par défaut ici. Et puis ensuite, donc si on affiche, on va bien avoir l'affichage pour cette ovovivipare X ici de j'ai une tête à corne, qui est le résultat de l'initialisation qui a eu lieu au travers du constructeur par défaut d'ovipare,
et une tête de poisson, qui est le résultat de l'affichage de vivipar.tête qui a été initialisé au travers du constructeur par défaut de la classe vivipar. Donc la classe ovipar a effectivement bien hérité deux têtes. Il y a bien deux animaux dans la classe ovipar. Donc ici, bien sûr, c'est un petit peu indésirable qu'un ovovivipar récupère deux têtes au travers de cet héritage multiple et qu'il ait deux copies d'animaux. Mais à noter qu'il y a certains cas où l'on peut très bien vouloir hériter effectivement deux fois les attributs. Admettons que par exemple, on ait une hiérarchie de véhicules et que l'on ait par exemple des véhicules à essence et des véhicules électriques et que l'on imagine avoir des véhicules hybrides qui sont à la fois un véhicule à essence et un véhicule électrique. La question c'est donc est-ce que hybride est un seul véhicule, comme les animaux avec les ovovivipares, ou est effectivement deux véhicules? Et tout ceci va dépendre de ce que l'on entend par véhicule. Si l'on entend qu'un véhicule, c'est un 4 roues, un volant, bien sûr, on voudrait qu'un véhicule hybride n'ait qu'une seule fois 4 roues et un volant et n'aura certainement pas 8 roues et 2 volants. Si par contre on entend qu'un véhicule a un moteur et donc là on a un moteur électrique et là on a un moteur à essence, alors dans ce cas-là, on souhaitera effectivement avoir deux moteurs dans hybride. Donc vous voyez comment ce problème est quand même assez subtil et relève vraiment de la conception et de bien savoir ce que l'on veut dire par la relation d'héritage, en particulier lors d'un héritage multiple. Si l'on souhaite donc pas recevoir plusieurs fois comme ça les attributs d'une superclasse, alors il va falloir faire quelque chose de particulier pour l'empêcher et l'on va devoir déclarer son lien d'héritage comme un lien virtuel. À nouveau le mot-clé virtuel ici, mais pour autre chose, ici ça va être donc le lien d'héritage qui va être virtuel. Et donc on dira qu'une superclasse comme ceci qui a des liens d'héritage vers ses sous-classes comme virtuelles va être appelée une superclasse virtuelle. Attention, ça n'a rien à voir avec une classe abstraite. Dans une classe abstraite, on a des méthodes virtuelles. Et dans une classe virtuelle, on peut avoir tout ce qu'on veut comme méthode. C'est simplement le lien d'héritage des sous-classes qui va être particulier, qui va être virtuel. Donc ne confondez pas les deux concepts. La syntaxe générale va être la suivante. Pour les sous-classes, on dira que l'on hérite de façon virtuelle. Personnellement, je préfère dire, plutôt que c'est une classe virtuelle, je préfère dire que c'est un héritage virtuel. Donc on va dire qu'on hérite de façon virtuelle de la superclasse. Donc concrètement, dans l'exemple des ovovivipares, on va changer au niveau d'ovipare et au niveau de vivipare pour dire qu'un ovipare hérite virtuellement de la classe animale et on appellera la classe animale comme une classe virtuelle. Et on va aussi écrire que la classe vivipare hérite de façon virtuelle de la classe animale. À noter que c'est bien la classe qui peut être héritée plusieurs fois qui doit être virtuelle. Donc ici, concrètement, c'est bien la classe animale Ici, c'est bien la classe animale qui va devenir une classe virtuelle. C'est bien les liens d'héritage d'ovipare vers animal et de vivipare vers animal que l'on doit modifier, alors même que c'est la classe ovovivipare qui introduit le problème. Donc notez bien ici qu'il y a vraiment un petit souci de conception générale. Les concepteurs de la classe ovipare et vivipare vont devoir déclarer un héritage virtuel par rapport à la classe animale parce que possiblement un jour quelqu'un va imaginer une sous-classe ovovivipare qui hérite d'ovipare et de vivipare. Donc ça c'est une grosse critique de cet héritage virtuel, de ces classes virtuelles, c'est que ça rend fortement dépendant donc des héritages d'un niveau supérieur à ce qui pourrait se passer au niveau inférieur. Donc c'est aussi pour cette raison-là que certains langages de programmation ne veulent pas de l'héritage multiple, donc de l'héritage virtuel. Néanmoins, en C++, cela existe et il faudra donc l'utiliser avec précaution, avec parcimonie. Et donc, si l'on fait un héritage multiple, ce que l'on représenterait donc de la façon suivante, avec des traits tillés au lieu d'être des traits pleins pour ce qui est de l'héritage, ici pour dire que donc c'est un héritage virtuel et donc que cette classe ici est une classe virtuelle, alors à ce moment-là, si l'on fait ces deux héritages virtuels, la classe ovovivipare, cette fois-ci, n'aura plus que
une seule tête. Ce qui va se passer, c'est que l'on va créer qu'une seule fois animal dans ovovivipare et on ne créera plus cette fois-ci deux animaux dans ovovivipare. Donc ça répond bien au problème que l'on avait soulevé tout à l'heure. Voyons maintenant l'impact que ces classes virtuelles, l'héritage virtuel, impose sur les constructeurs. Cela impose une contrainte assez forte au niveau du programmeur. Mais tout d'abord, un rappel. Je vous rappelle que dans un héritage usuel, c'est le constructeur de la sous-classe qui appelle le constructeur ou les constructeurs en cas d'héritage multiple des superclasses directes, des superclasses dont elles dépendent directement. Alors que dans un héritage virtuel, avec une super classe virtuelle, la responsabilité d'initialiser, d'appeler les constructeurs de cette super classe virtuelle incombe à toutes les sous-classes dont on veut créer une instance. Donc toutes ces sous-classes, sous-sous-classes, etc. qui héritent indirectement donc d'une super classe virtuelle et qui ne sont pas abstraites, c'est-à-dire qu'on peut donc en créer des instances, devront faire un appel explicite au constructeur de la super classe qui est virtuelle. Et ça, c'est donc une forte contrainte dans la déclaration des constructeurs des sous-classes. Voyons ça de façon concrète sur l'exemple des ovovivipares. Dans ce cas-là, nous avons donc la sous-classe ovovivipare qui hérite de la sous-classe ovipare et vivipare, lesquelles héritent virtuellement de la classe animale. On a donc ici une classe virtuelle animale. Et donc, il incombe à la sous-classe ovovivipare, dans ses constructeurs, d'appeler directement le constructeur d'animal. On devra donc écrire la chose suivante. Dans le constructeur d'ovovivipare, avoir un appel explicite au constructeur d'animal. On sera obligé d'écrire ceci, supposons qu'il prenne donc ces trois paramètres, avant donc d'écrire l'appel au constructeur usuel des superclasses directes dont dépend ovovivipare. Donc ça, c'est une contrainte assez forte au niveau des classes virtuelles. Ce qui se passe concrètement lorsqu'on déclare donc une instance comme ça O d'ovovivipare, donc appel au constructeur d'ovovivipare, c'est que la première chose qui va se faire, c'est d'appeler la construction d'un animal. Donc quand on construit comme ça une sous-classe qui dépend d'une classe virtuelle, la première chose que l'on fait, c'est de créer la classe virtuelle. Il n'y en a qu'une, justement, c'est le but de l'héritage virtuel et des classes virtuelles de n'en avoir qu'une et de ne pas en avoir donc plusieurs au travers de tous les chemins d'héritage. Et donc, comme on n'en a qu'une, on est obligé de la construire en premier. Et donc, on va construire cet animal ici en premier. Le premier constructeur qui va être appelé, c'est le constructeur d'animal, avant de rentrer donc dans l'appel normal des constructeurs. Donc, le constructeur d'ovovivipare appellera ensuite le constructeur d'ovipare, lequel constructeur d'ovipare, normalement, devrait appeler le constructeur de la superclasse. Mais ici, comme on a déjà initialisé la superclasse, cet appel au constructeur d'animal dans le constructeur d'ovipare va être ignoré. De même, ensuite, on appellera le constructeur de vivipare, lequel va ignorer l'appel au constructeur d'animal, puisque ça a déjà été fait au départ. Donc, pour résumer ici, construction d'un ovovivipare. Première chose, on appelle le constructeur d'animal. Deuxième chose, on appelle le constructeur d'ovipare, dans lequel on n'appelle plus le constructeur d'animal. Troisième chose, on appelle le constructeur de vivipare, dans lequel on n'appelle plus le constructeur d'animal. Et puis, on termine, bien sûr, comme d'habitude, en initialisant ses propres attributs. Donc, pour résumer, lors de la création d'un objet d'une classe la plus dérivée, sous-classe d'une classe virtuelle, c'est son constructeur de cette sous-classe qui a la charge d'invoquer directement le constructeur de la superclasse virtuelle. Et les appels au constructeur de la superclasse virtuelle dans les classes intermédiaires sont simplement ignorés. Bien sûr, si la superclasse virtuelle a un constructeur par défaut, alors il n'est évidemment pas nécessaire de faire explicitement appel à son constructeur, mais de toute façon, il y aura un appel à ce constructeur par défaut qui sera appelé dès la création de l'instance la plus dérivée. Et comme d'habitude, bien sûr, si l'appel au constructeur de la superclasse virtuelle est omis dans les sous-classes et que cette superclasse virtuelle n'a pas de constructeur par défaut, alors évidemment, la compilation va signaler une erreur puisqu'elle voudra absolument appeler un constructeur qui n'existe pas. Ainsi, donc, dans une hiérarchie de classes où il existe des superclasses virtuelles, le soin d'initialiser ces superclasses virtuelles incombe à toutes les sous-classes que l'on veut créer. Les constructeurs des superclasses virtuelles sont invoqués en tout premier et les appels à ces constructeurs de superclasses virtuelles dans les classes intermédiaires sont ignorés. Pour ce qui est des sous-classes non virtuelles, elles sont ensuite initialisées dans l'ordre de déclaration d'héritage comme d'habitude.
L'ordre d'appel des constructeurs de copies vérifie aussi ces règles-là. Et comme toujours, l'ordre d'appel des destructeurs est l'inverse de celui de l'ordre d'appel des constructeurs. Voilà ce qui conclut cette séquence sur ce sujet un petit peu délicat des classes virtuelles et donc de l'héritage virtuel.